En nature, mais incorporé, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher, par exemple, un élément important de l'apport en nature incorporé, c'est le fonds de commerce. Souvent, ceux qui font droit les faire lier là avec les débats, ils vont dire que le fonds de commerce peut être constitué d'un élément corporel et incorporé. C'est tout à fait normal. Mais par définition, le fonds de commerce, c'est un élément incorporel. Voilà, il y a tous ces Monsieur, éléments-là. pourquoi je suis connectée et déconnectée à chaque fois? C'est le flux de la connexion qui fait ça. La réception. Tout ça sont des généralités. Il y a les apports purs et simples et il y a aussi les apports à titre onéreux. Quand vous serez en master 2, pardon, vous allez voir en fiscalité du patrimoine, c'est calculé. Lorsqu'il y a un apport pur et simple aux sociétés, il y a l'impôt à payer, quelle que soit la nature du bien. Supposons que la personne apporte des biens immobiliers, soit un bâtiment. Alors, on va estimer la valeur locative et on va prendre 1% de la valeur locative. Il y a aussi les apports à titre onéreux. Ça peut être soit un apport qui est grévé, par exemple, d'une dette. Voilà, par exemple, moi, je vais céder ma part et que j'ai une dette de 10 millions. Si vous voulez acheter les parts, vous payez aussi mes dettes. Donc, ces apports à titre onéreux aussi, généralement, ont des calculs à faire si l'apport comporte un passif ou pas. Bon, l'application, on verra ça plus tard. Maintenant, on va voir les conditions de constitution de société commerciale. Ça, ce sont les normes OHADA. Ceux qui ont l'acte uniforme OHADA, bien sûr que c'est volumineux, mais néanmoins, on a fait un petit résumé dans les normes de constitution. Pour qu'il y ait constitution, il faut qu'il y ait d'abord consentement. L'objet et aussi la capacité des parties et la raison pour laquelle vous vous mettez ensemble. Voilà. Donc, lorsque ces conditions de fond sont réunies, on peut éventuellement parler de la constitution des sociétés commerciales. Et l'objet, c'est généralement le genre d'activité que vous voulez mener. Ceux qui ont l'habitude de pouvoir constituer des entreprises, dans les documents que vous remplissez pour la NPI, on vous demande l'objet. Voilà. Et je pense que c'est l'article 289 de l'acte uniforme OHADA qui définit l'objet des entreprises, quelle que soit la nature. Que ce soit des SA, des SARL, les différentes formes de sociétés retenues par l'acte uniforme. La capacité, voilà, c'est cette force ou bien à peu près cette aptitude pour toutes les parties en cause. Ça veut dire que les associés qui doivent être soit financièrement, matériellement, être émancipé. Bon, en tout cas, pas émancipé dans le sens, mais néanmoins, être assis financièrement, matériellement pour pouvoir construire une société. Parce qu'on ne construit pas une société dans le but de pouvoir dire qu'on va créer notre structure sans qu'on a des moyens à côté. Ça ne se fait pas. Voilà. Il faut qu'il y ait d'abord cet aspect moral ou physique. Et surtout, la capacité, à part les aspects matériels ou bien financiers que vous apportez, sur le plan du droit, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui sont frappés sur l'interdiction de faire le commerce, soit dû à une condamnation, bien autre. Voilà, il y a aussi le fait d'être un mineur, par exemple. Ça ne peut pas vous donner la possibilité de mener une activité. Ça fait partie aussi des capacités. Et il y a aussi l'incompatibilité. L'incapacité, ça peut être soit physique, ou bien ça peut être soit du fait que vous n'avez pas encore atteint le nombre d'âge autorisé pour mener l'activité. Il y a aussi l'incompatibilité. Qui peut me définir l'incompatibilité? Rappelez-vous du droit commercial. Ferrière, tu es parti. Qui se rappelle de la définition de l'incompatibilité? Je pense qu'il y a des époux qui ne doivent pas.
L'incompatibilité, monsieur, à quel niveau, s'il vous plaît? L'incompatibilité, la définition du droit commercial. Ah, attendez. On a l'incapacité, l'incompatibilité. Il y a C'est que, comment on dit ça? Ah, l'incompatible avec la profession de... C'est pas ça. Incompatibilité, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui occupent déjà une fonction et ils ne peuvent pas très bien. être commerçants. Voilà. Être L'incompatibilité, commerçant c'est et puis voilà, une avoir une profession. fonction quelconque. Voilà, la définition simple, c'est l'incapacité d'une personne du fait de sa Sans qu'elle fonction. exerce. Voilà. Vous Ouais. pouvez être soit DG, par exemple, de la SCG, vous ne pouvez pas avoir une société qui fait dans la prestation des installations électriques, par exemple. C'est que vous ne pouvez pas signer ou bien paraffer sur le document de la société. Mais au Gabon, c'est possible. En Afrique, partout, c'est possible. Il y a même les présidents qui ont même leur société, alors que ce sont ceux-là qui sont frappés d'incompatibilité selon la définition du droit commercial. C'est l'incapacité pour une autorité publique, surtout, hein, parce que ce n'est pas pour rien, une autorité publique à pouvoir s'exercer ou bien à pouvoir utiliser ou bien à bénéficier des fonctions en termes de gestion d'une entreprise. C'est complètement interdit. C'est pas qu'on te nomme DG de la SCG, mais néanmoins, du fait que tu es DG, par exemple, de l'immigration, tu ne peux pas créer une société qui facilite les démarches administratives. Non, ça ne se peut pas. Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont interdits, par exemple, comme conditions de forme. Maintenant, les conditions de forme. Ce qui a été l'année dernière, la société ne peut prendre la forme que par ce document qu'on appelle le statut. Avant même l'immatriculation, il fallait définir dans le statut quelle est la forme qu'on a choisie, quel est l'objet de la société, quels sont les associés et comment le capital est réparti. Chaque forme de société a son propre statut. Les SARL n'ont pas le même statut que les SA. Il y en a des mêmes pour les sociétés en commandite simple ou bien les sociétés en participation, ou bien les sociétés de coopératives simplifiées, qui sont les nouvelles formes de sociétés autorisées par loi dans 2018, par exemple. Voilà. Les contenus maintenant des statuts. Je pense que sur les 5 que vous êtes, au moins 4 ont fait un projet. Dans votre projet, vous avez le statut. Vous-même, vous l'avez monté l'année dernière. Selon les normes WADA, surtout l'acte uniforme, c'est important. Il y a la liste des associés. On parle d'associés dans quelle forme de société? Je crois les sociétés anonymes. Société anonyme. Abégué Milan, ou bien la nouvelle. Si on parle d'associés, c'est quelle forme de société auquel ceux qui apportent les capitaux sont appelés associés? La SARL. SARL. Voilà, très bien. C'est dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée ou bien ceux qui apportent les fonds sont appelés des associés. Mais dans le cadre des SA, ce sont des actionnaire parce que ici, dans les SARL, le capital est divisé en parts, alors qu'en SA, le capital est divisé en actions. C'est la même chose. Il y a aussi la forme de la société qu'il faut choisir. Si vous avez choisi par exemple la SAR, et tous les actes uniformes dans le monde définissent la durée minimum d'une société à 99 ans. Après 99 ans, soit vous renouvelez la société, soit vous changez de nom, vous pouvez changer de... Le statut se renouvelle à partir de 99 ans, soit en gardant les mêmes structures, soit en changeant de nom ou bien d'autres aspects comme les associés ou autres. Une société doit avoir un siège. Ceux qui ont les fiches circuit de société, vous allez voir que le siège est obligatoire. Et lorsque vous payez les impôts aussi, on vous demande la fiche de localisation pour dire que où vous vous trouvez. Vous faites des dessins pour indiquer là où vous habitez. Ceux qui ont quand même déclaré une fois l'impôt, par exemple. À part la fiche circuit,
qui montre le lieu où se trouve l'entreprise. On demande le plan aussi de l'entreprise. Oui, voilà. C'est donc aussi le plan de localisation. Vous tracez avec la main. Supposons que vous êtes par exemple à UM, vous allez faire par exemple un trait ou bien machin, vous dites boulevard Léomba, l'IOB, bibliothèque, station, et puis vous faites une petite flèche pour montrer qu'à UM est de ce côté. À peu près des dessins qui montrent le siège de l'entreprise. Et c'est important parmi les formes de pouvoir désigner formellement où se trouve l'entreprise. Le montant du capital. Sur toutes les fiches circuits, vous allez voir qu'il y a le capital. Même dans les statuts, ceux qui ont monté hier, l'année dernière, pardon, les projets, beaucoup ont défini le capital à 1 million parce que pour les SAR, loi d'exige, on verra ça plus tard, que ça ne doit pas dépasser tel montant du capital, etc. Vous avez aussi la dénomination sociale qui est le nom de l'entreprise, qu'on appelle généralement réseau social, et aussi la nature et le domaine de l'activité. Si vous êtes prestataire, par exemple, de services dans tel domaine, soit domaine électrique, vous faites les réparations ou autres, les câbles, soit vous êtes dans le domaine des prestations téléphoniques, vous apportez soit des prestations sur les antennes relais, par exemple, société de téléphone, comme Gabon Télécom fait avec ses prestataires. Si vous avez besoin d'Internet, Gabon Télécom, vous payez là-bas, mais néanmoins, c'est un prestataire qui vient vous installer. Il faut définir le domaine d'activité que vous menez. Maintenant, la classification des sociétés. Ici, il faut reconnaître que ces montants minimum, par exemple, ça ne correspond pas à l'OADA révisée. Je n'ai pas actualisé. Dans le cas des SAR, le capital n'est pas actualisé. Mais quand même, l'année dernière, on vous a dit que les SAR ne doivent pas dépasser plus de 1 million de capital. Donc, lorsque vous avez un capital compris entre 200 000 à 1 million, vous choisissez la forme des sociétés à responsabilité limitée. Pour les sociétés en non collectif, il n'y a pas de minimum. Vous pouvez même apporter, même si c'est 2000, vous constituez les sociétés en non collectif. Généralement, ce sont des sociétés de personnes. Ça peut être soit Wora et Sœur. Vous faites par exemple dans la livraison de tels produits. Et pour les sociétés anonymes, ça n'a pas changé. Normalement, à plus d'1 million, on peut constituer les sociétés anonymes, mais la loi l'interdit quand même. Il faut avoir un certain nombre de patrimoines. Parce que par définition, le capital, c'est le patrimoine de l'entreprise. C'est pour cela que pour les SA, ça n'a pas changé, mais pour les SAR, c'est 1 million. Les associés n'ont pas changé. Vous pouvez avoir, pour que ça soit SAR, il faut que vous soyez au moins 2. Voilà. Et vous pouvez avoir plus de 50 associés. Pour les sociétés non collectives, c'est comme j'avais dit, Wora et Sœurs, normalement c'est 2 personnes minimum. Et pour les SA, 7 personnes minimum. Donc, le capital des SA reste 10 millions. Le capital des SA. À la Constitution, il faut avoir 10 millions. C'est qu'au jour de l'ouverture, vous devez avoir au moins 10 millions pour constituer la société. Mais pour les salles, c'est 1 million. C'est comme avec les projets que vous avez fait l'année dernière. C'est bon? Oui. Voilà, les responsabilités. Normalement, les associés sont solidaires, que ce soit dans les actifs et aussi dans le passif, mais à hauteur de leur prorata. C'est important. Comme il y a plusieurs associés, s'il y a une dette de 10 000 et que j'ai 10%, je ne peux que payer 10% de 10 000, n'est-ce pas? Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, c'est que les dettes sont supportées solidairement, mais à hauteur de la participation de tout et chacun. Voilà. Tu détiens 50%, tu supportes 50% des dettes.
Tu détiens 1%, tu supportes 1% de dette. Mais par contre, les sociétés non collectives, qui sont généralement les sociétés de famille, elles sont indéfiniment responsables. Et que lorsque ça tourne soit très mal, on peut éventuellement prendre les biens de la famille. Lorsque vous êtes responsable des dettes, par exemple. Maintenant, les apports. Dans tous les cas, c'est autorisé les apports en nature et en numéraire. Mais sauf en société anonyme, vous pouvez faire des apports en industrie. Voilà. Ce n'est pas autorisé dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés non collectives, des apports en industrie. Ce que je mène une activité, je vous apporte une activité que je fais déjà. Ça ne peut pas se faire dans le cas des SNC, des SARL. Les apports qui sont autorisés sont les apports en nature. Ça veut dire que vous apportez un terrain, un véhicule, un bâtiment, soit même des mobiliers de bureau, soit un ordinateur. Soit vous apportez au numéraire de l'argent pour le fonctionnement. Mais par contre, dans le cas des sociétés anonymes, en plus des biens en nature et de l'argent en numéraire, vous pouvez apporter aussi votre connaissance ainsi que ce que vous avez comme activité existante. Voilà. Supposons, prenons le cas d'une banque. Généralement, les banques, leur forme sont des sociétés anonymes. Vous voulez constituer une société de microfinance, un établissement de microfinance. Et parmi vous, donc vous avez déjà constitué, il y a parmi les actionnaires, il y a un informaticien, par exemple, il dit, ben moi, j'ai ma société d'informatique, mais qui est spécialisée dans la conception des cartes de crédit. Alors là, ça devient un apport en industrie. Ça veut dire que lui, il nous apporte ses connaissances et techniques, mais qui contribue à l'activité qu'on veut mener. Mais alors que ce n'est pas autorisé dans le cas de sociétés à responsabilité limitée, qui sont généralement des petites structures. Mais il y a aussi un aspect important qu'il ne faut pas oublier. Lorsque vous êtes en SA, il y a les administrateurs. Ça veut dire qu'en plus des actionnaires, les actionnaires constituent un bureau à part qu'on appelle le conseil d'administration. Et l'OADA autorise dans le cas des sociétés anonymes, pour une société anonyme, le minimum des administrateurs c'est 2 et le maximum c'est 12. Alors, ça veut dire que les actionnaires majoritaires doivent siéger dans un bureau. Lorsqu'il y a un problème, ils peuvent en débattre. Et même la répartition des bénéfices, ce sont les actionnaires majoritaires qu'on les appelle généralement des administrateurs qui décident de ce qu'on doit faire du bénéfice de l'exercice, ou bien quelles sont les politiques futures de l'entreprise, quelles sont les stratégies à adopter l'année prochaine, par exemple les années à venir, par exemple. Okay. Des questions? Non, juste. À la nouvelle. D'accord. D'accord. Vous n'avez pas de questions? Non, monsieur. Bon, normalement, ce sont des rappels. Certainement, vous avez fait les droits commerciaux quelque part, je pense. Vous l'avez fait en 3e année. Les droits sociétés commerciales. Oui, monsieur. D'accord. Ce sont les compléments. Avant qu'on arrive sur les aspects comptables, on va rappeler tout ça. Maintenant, la constitution en tant que telle. Ça veut dire que le formalisme de la société pour que ça devienne une entité reconnue et immatriculée. Alors, on va commencer par les sociétés non collectives. Voilà, la particularité des sociétés non collectives, c'est que tous les associés sont des commerçants. Et vous connaissez la définition du commerçant. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Oui, Ferlia. Personne Qui bien de l'accomplissement d'actes de... Allô? Allez-y. À bégayer. Toute personne qui fait de l'accomplissement d'actes de... Comment on appelle ça? De nature, commence par nature, sa profession habituelle. C'est un peu ça. Le mot habituel, c'est important. Mais il y a quand même des mots qui sautent, qui peuvent compléter. Toute personne qui fait de l'accomplissement, personne qui fait de l'accomplissement d'actes de nature par la forme, sa profession habituelle. D'accord. Pour avoir la qualité de commerçant, il faut que l'activité que vous menez soit faite de manière habituelle. Voilà. Et là,
Une fois que l'activité est faite de manière habituelle, vous en appelez professionnel, ça fait partie de votre profession, là, vous devenez commerçant. Et c'est important et que ici, lorsque vous exploitez comme commerçant, il n'y a pas lieu de dire que voilà, les parts sociales, etc. Non, ça n'existe pas. Prenons un Malien qui est un commerçant au quartier. Même si ils se sont associés pour donner l'argent à leurs frères de mener l'activité, normalement, sur le plan de la forme, il n'y a rien qui prouve que celui-là détient une partie 50% autre. C'est que cette division est de manière informelle, mais on regarde tout simplement si l'activité est faite de manière habituelle. Voilà. Et maintenant, dans le cas de SNC, il est aussi exigé qu'il y ait un statut, voilà, et que ce soit signé par tous les associés. Il y a la forme des statuts des sociétés en nom collectif. Alors, vous prenez cette forme, vous remplissez comme vous l'avez fait l'année dernière avec les sociétés à responsabilité limitée. Voilà, les SNC peuvent être aussi gérés par un ou plusieurs administrateurs. Les administrateurs sont forcément des associés, mais plutôt des associés majoritaires. C'est très difficile de prendre un administrateur qui a 1%. Si dans la société, vous êtes 10, voilà, le premier à 10%, le second à 7%, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier, il a par exemple 1%. Les administrateurs sont les actionnaires majoritaires, ceux qui détiennent beaucoup plus de parts dans la société. Parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, on exige qu'il y ait au moins 2. Et parmi les 2 sont ceux qui ont apporté plus. Et il y a aussi le gérant associé. Le gérant associé, c'est la personne qui va diriger la société en tant que telle. Vous pouvez être associé, mais ne pas être gérant. La personne qui gère au jour le jour, qui dirige l'entreprise au jour et qui a la qualité d'associé devient l'associé gérant. Alors, ça veut dire que tous les tiers vont s'adresser à cette personne-là. Et s'il y a des comptes à rendre, c'est lui qui devrait rendre compte, ce gérant associé. Mais normalement, il devait être nommé par les associés en fonction de ce que le statut prévoit. Si le statut prévoit qu'il est nommé pour 2 ans, et après 2 ans, on va chercher un gérant associé. D'une manière formelle, toutes les sociétés dans le monde, que ce soit aujourd'hui avec l'émergence des guichets uniques partout dans le monde, vous allez vous rendre compte que lorsque vous voulez constituer une société, on vous demande l'enregistrement. Ce qui ont fait quand même une fois les cabinets. Et lorsque vous passez à l'enregistrement, l'enregistrement, c'est un impôt que vous payez. Allô? Oui. Il y a quelqu'un qui parle ou bien qui dérange un peu? Dibonga me dit... Arrête d'arrêter. Monsieur, oui. il y a les autres qui veulent se connecter, mais ils n'arrivent pas à rentrer là. J'ai reçu le message, mais que c'est comme d'habitude. Ils n'ont pas reçu le message, ce que j'ai filmé. Ou bien ils cliquent sur le lien, transfèrent le lien à la personne. Ils cliquent, mais ils restent en attente. Ils disent que ça ne... Non, il n'y a personne en attente. Ok. J'ai le tableau en face de moi, le tableau de validation. Il faut leur dire que c'est sûr. Ouais, il faut préciser aussi. Parce que si c'est Team, ça ne peut pas passer. Voilà, donc je reviens sur la Constitution, c'est que l'enregistrement, c'est l'acte par lequel vous allez payer votre impôt. Mais cet impôt, c'est tout simplement la transcription du nom de la société dans le livre de l'administration fiscale et qui nécessite le paiement d'un montant en contrepartie d'une quittance qu'on va vous remettre. Avant 2018, l'enregistrement était à 20 000 pour les sociétés à responsabilité limitée. Aujourd'hui, depuis un certain temps, c'est 50 000. Donc, les sociétés, si vous voulez construire par exemple votre SAR, il faut avoir 50 000 d'enregistrement. Ça, c'est pour les impôts. Hein. Ça passe sur le premier acte d'immatriculation. Après, vous allez payer les droits de l'ANPI. Il y a plein de gens qui sont là-bas, le greffe de commerce.
c'est 20 000. Vous allez payer le droit du guichet unique, l'ANPI au Gabon. Voilà. En tout cas, pour un Gabonais, il peut dépenser pour la construction de la salle à peu près 70 000. Il y a aussi l'immatriculation au registre de commerce. Le droit, c'est 20 000. Ils ont leur guichet unique au niveau de l'ANPI. Voilà, c'est ici qu'on vous donne, il y a un document. Ceux qui ont construit comme même une société, vous allez voir que en plus de la fiche circuit, on vous donne un document saisi à peu près à l'ancienne où c'est écrit greffe de commerce. Voilà. Et c'est là qu'on vous donne le RCCM, le registre du code de commerce, qui est généralement... Oui, Monsieur, qu'est-ce qu'il y a 50 000? le droit d'enregistrement, l'enregistrement du Le statut. droit d'enregistrement. L'enregistrement du statut est à 50 000. Voilà, le registre du crédit mobilier, qui est généralement appelé le RCCM, à 20 000. Et vous avez un droit de 10 000 de l'ANPI à payer. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là, mais avant, il y a des aspects administratifs. Vous devez amener une quittance de la SEG qui définit là où vous êtes. Vous devez apporter la pièce d'identité du gérant que vous avez choisi entre vous, etc. Voilà, les conditions sont à peu près les mêmes. Sauf que si on passe maintenant au SAL, si vous voyez bien ici, dans le cas de société non collectif, on n'a pas besoin que vous définissiez dans le statut de capital. Alors, dans le SAL, si vous vous rappelez, l'année dernière, vous avez défini pour vos entreprises le capital minimum pour tout le monde. Oui. Voilà. Il y a d'autres qui ont 1 million, il y a d'autres qui ont 200 000. Avec les réformes de 2018, voilà, le minimum de capital, c'est 200 000 pour permettre à tout le monde, ceux qui ont un projet, soit des idées à développer, peuvent constituer d'une manière formelle la société. Si on met le capital à 1 million, tout le monde n'a pas 1 million. Alors qu'avec 200 000, deux personnes peuvent apporter 100 000, 100 000. Ils peuvent déjà ouvrir soit leur entreprise de ramassage des ordures, qui est formelle, qui paie ses impôts. Ils peuvent avoir plusieurs marchés, par exemple. Et maintenant, le prix d'une part, ce n'est plus 5 000, mais plutôt 10 000. Vous vous rappelez l'année dernière? Oui. C'est que si vous apportez 200 000, une part de la société coûte 10 000. Ça permet à tout le monde de pouvoir au moins savoir qu'avec mes 100 000, je détiens combien de parts. Voilà. Et maintenant, dans la forme, il fallait qu'il y ait un notaire. Généralement, ce sont les notaires qui sont habilités à vous établir les statuts. Les gens le font d'une manière informelle, mais normalement, la loi autorise uniquement que les notaires à le faire. Il y a aussi le registre de commerce et de crédit immobilier, qui est une entité du greffe qui est auprès du tribunal de commerce. Voilà. Ils sont là à l'ANPI, demandent leur part 20 000 francs au Gabon. Donc, pour vous dire tout simplement que la constitution d'une salle peut être faite soit en numéraire ou en nature, comme l'année dernière. Ceux qui ont l'argent peuvent l'apporter, ceux qui ont par exemple un bâtiment aussi peuvent l'apporter. Tout en sachant que les apports en nature n'ont pas véritablement de limitation. Mais l'OADA exige quand même que l'apport en nature ne doit pas dépasser 5 millions. Si vous apportez un terrain, par exemple, qui se situe en centre-ville, assurez-vous qu'un terrain en centre-ville ne coûte pas 5 millions. Donc, ça ne doit pas apparaître. Soit vous mettez le terrain en location pour le compte de la société. Vous ne pouvez pas constituer la société avec un apport en nature, avec un terrain qui coûte, par exemple, 25 millions. Ce n'est pas autorisé. Lorsque la valeur de biens en nature apporté dépasse 5 millions, vous apportez comme étant un élément de location pour la société. C'est que la société loue vos terrains.
Et maintenant, en matière de location, lorsqu'un associé met à disposition un bien immobilier au profit de l'entreprise sous forme d'un bien en location, le traitement aussi est particulier. Voilà, ici, et que cet associé, si ça arrive que le terrain, je peux dire quoi, un terrain peut être détruit. Quel est le risque qu'un terrain supposons que c'est un terrain litigieux, un terrain d'héritage par exemple. Voilà, vous êtes 4-5 et la personne décide de dire que comme je suis le grand frère, je vais mettre à disposition de la société et les autres héritiers se lèvent demain. Voilà. Ici, la responsabilité de l'entreprise n'est pas engagée du moment qu'elle loue. Ça devient une affaire civile, c'est entre eux de régler. Au cas, l'entreprise peut même décider de quitter les lieux. Voilà. Parce que ici, l'apport ne constitue pas le patrimoine de l'entreprise. L'entreprise ne fait que jouir tout simplement du bien apporté par l'associé. Mais en contrepartie, il y a une contrepartie réelle qui a été remise à l'apporteur. Maintenant, les aspects comptables. Généralement, pour le cas des sociétés en nom collectif, il est important lorsque ces aspects comptables, c'est tout simplement la création. Toutes ces écritures comptables qui sont là, c'est que lorsque vous créez une société aujourd'hui, que vous avez le statut, vous créez l'aspect comptable par du bien, je ne sais pas quel outil vous allez utiliser. Les apports que vous avez faits doivent être comptabilisés parce que c'est un élément du patrimoine. Comment ça doit apparaître en comptabilité? Sur le plan juridique, ça existe dans le statut, mais sur le plan comptable, il fallait qu'il y ait des écritures qui prouvent qu'il y a des apports ont été faits. Voilà. Lorsqu'il y a apport ou bien promesse d'apport sous forme d'une part quelconque, vous avez deux comptes de débit. Le compte 46 sont des comptes transitoires, compte généralement des comptes associés. Là, le 4611, montant des apports, vous mettez le montant des apports en nature. Si par exemple, c'est un ordinateur qui coûte 200 000, attention, ici, lorsque c'est acheté par exemple TTC, il faut détaxer parce qu'il y aura la TVA en bas. La TVA sur les achats, 44,52 ou bien 44,51 s'il s'agit d'importation, etc. Vous avez 46,12 lorsqu'il s'agit des apports en numéraire. Voilà. Maintenant, au crédit, vous faites la somme des deux opérations de débit, l'apport en numéraire et l'apport en nature. Je vais illustrer, j'ai fait une petite illustration. Je prends par exemple Ferlia, tu as quel projet l'année dernière? Oui, tu faisais les champignons, mais tu es seul, non? Seul comment? Tu es avec qui? Ah, mais j'avais deux associés. Ok, champignons Gabon. Ça, c'est la constitution. Hein? Voilà. Supposons que toi, tu as apporté quoi? Ton apport, c'était en numéraire. Toujours. Voilà, apport en numéraire. On va prendre un exemple simple. Tu avais apporté soit 400 000, ce n'est qu'un exemple. L'autre associé, ça peut être soit Daliana. Voilà. Daliana t'apporte soit des mobiliers de bureau que vous avez estimé à 250 000. Voilà. Donc ici, ces apports doivent être comptabilisés. Donc vous ouvrez votre comptabilité. Vous allez faire ça l'année prochaine avec Sage, on vous apprend ça. Voilà, donc au débit, dans la colonne de débit, qu'est-ce que vous mettez? Parce que ici, ce sont des opérations distinctes. Et je vois que les opérations ne sont pas toutes taxes comprises. S'il y avait un ordinateur neuf, je dois détaxer.
enlever la taxe et passer l'écriture de la TVA à part. Voilà, donc au débit. Monsieur, il y a des autres qui veulent se connecter, ils disent qu'ils Il n'y n'arrivent a pas. personne. Dis-leur, c'est sur Zoom. Il n'y a personne ici. Ils sont en train de s'embrouiller là-bas pour rien. On voit le lien, ils vont se connecter. Il n'y a personne qui s'affiche ici. Il y a toi, il y a M, il y a Hélène, il y a Ferlia, c'est Il y a tout. Aude Nolwenn qui essaie de se connecter. Aude Nolwenn, les choses de blanc s'embrouillent souvent avec. Dis-lui que c'est Zoom. Ah, c'est maintenant qu'elle se connecte, je la vois maintenant. Voilà, au début, on m'a dit que c'est deux opérations. Tous les apports en nature doivent être débités, mais distinctement, parce que les apports ne sont pas de même. Donc, nous avons le compte 4611, apport en nature, en numéraire, pardon, 400 000. Aussi au débit encore, on cherche le compte correspondant, 250 000. Maintenant au crédit. Comment on fait pour avoir le montant crédité? On fait l'addition des deux. La somme. Très bien, on fait la somme des deux pour avoir le montant crédité. 650 000, qui respecte le principe comptable de la double partie. Le total de débit doit être égal au total de crédit. Le crédit. C'est important. À quel moment on intègre la TVA? Pardon? À quel moment on intègre les taxes? La TVA, d'accord, ok. On va garder cet exemple, on va passer à un autre. Je vais prendre une autre page. Nolwenn, tu peux activer ton micro, il ne faut pas oublier. Voilà. Toujours apport, on va prendre le cas des apports. Voilà. Je prends numéraire, il n'y a pas de problème. Numéraire, vous êtes deux, il y a quelqu'un qui apporte 500 000 de l'argent. Vous apportez un ordinateur neuf que vous avez acheté, soit à Gabon Meka ou bien à Centraffaire. Vous avez acheté à 320 000 TTC. Voilà. Comment vous devez passer les écritures? Ici, je vois ici que l'apport en numéraire, c'est de l'argent, il n'y a pas de taxe, mais l'ordinateur, quand je prends la facture, je vois les impôts. Et on est en 2020. Donc, sur des biens comme les ordinateurs, il n'y a pas seulement que la TVA, il y a deux impôts, non? La CSS. Très bien. Donc, ici, en 2020, lorsque vous constituez, comment on va chercher d'abord à détaxer avant de passer les écritures. Détaxe, ça veut dire que retirer les impôts dans le montant TTC. Quelle est la formule de détaxe? En 2020, Divisé par 1,19. très bien, 1,19. Pourquoi? Parce que nous avons On a les 1% de la 1% de la C2S qu'on ajoute à la TVA qui devient et les 1,19. 18% de la TVA. Voilà. Donc, on va faire le calcul ensemble. Vous suivez, mademoiselle? Le montant TTC de l'ordinateur, c'est 320 000. Je divise par 1,19. 1 plus le taux de la taxe. Je vais prendre mon téléphone pour faire le calcul. Ça fait 320 000. Ça fait 268 907. Voilà, 268 907, c'est exact. 268 907. Voici le montant hors taxe. Mais on doit déterminer la TVA et la C2S. Comme on a déjà le montant hors taxe, on peut calculer la TVA sur le montant hors taxe et aussi la C2S, n'est-ce pas? Tout en sachant qu'il y a des virgules qu'on n'a pas pris. Hein? Le montant ne peut pas être exact.
Ça ne peut pas donner 320 000 au finish. Mais on va convertir tout à l'heure à plus 1 ou bien à moins 1. On va calculer maintenant TVA. TVA égale montant hors taxe fois le taux TVA. Taux TVA. Donc, on va 260 907 multiplié par 18%, soit multiplié par 18 divisé par 100. Ok, je fais le calcul. On va faire ensemble, hein, pour qu'on ait au moins des réponses concordantes. 260 907 multiplié par 0,18. Moi, j'ai trouvé 46 963. 48 000, monsieur. C'est 48 ans. Oui. À 18, ou bien toi tu fais à 18 ou bien parce que je veux la TVA à part et la C2S à part. Monsieur, c'est 268 000. Comment ça? 260 000. Bon, Monsieur, on va c'est refaire le calcul de la 268 détaxe. 907. Soit on s'est trompé de ce Ok. montant. Hein? On va refaire le calcul. Ok. Ça veut dire ce calcul, on le refait ensemble. C'est ce que j'ai sélectionné. 320 divisé par 1,19. Oui, 268 907. Donc, il y a un 8 que je n'ai pas mis. Comme Oui. ça. D'accord. Donc, on peut calculer la TVA. « 48 403. » Oui. Voilà. On va calculer la C2S. La C2S, c'est le même principe, montant hors taxe, multiplié par taux C2S. Voilà, tout en sachant que le taux C2S, c'est 1%. Ça donne 689. Oui. Maintenant, pour que nous ayons probablement 320 000, il faut faire la somme du montant hors taxe plus les deux impôts. On va faire pour voir, comme on n'a pas arrondi, forcément, ça peut être par défaut qu'on va obtenir. Faisons ensemble d'abord la vérification. 268 907 plus 48 403 plus 2689. Voilà, 319 999, vous voyez que 999. donc, voilà, on peut dire que le montant TTC équivaut à 220 000, à 320 000. On est d'accord que le MTTC, montant TTC, équivaut déjà à 320 000 parce que il y a une marge d'erreur de 1%. Regardez bien ces montants. On va l'utiliser tout à l'heure dans la comptabilisation. Donc, on va passer maintenant à la comptabilisation. Mais chaque fois, on va revenir sur une nouvelle page, sur l'ancienne. La comptabilisation, ça veut dire comment on passe les écritures. Voilà, à la comptabilisation, on nous dit de débiter tous les apports distinctement. Apport en nature à part, en numéraire à part, s'il y a les taxes aussi. Et ensuite, on fait la somme de tout ce qui est au débit pour équilibrer en crédit. Donc, on va commencer par le compte de débit. Voilà. Nous avons apport en numéraire. C'était combien? 500 000. 500 000. Voilà. Apport en numéraire, 500 000. Apport en nature. Voilà. Ici, vous commencez par le montant en taxe d'abord. Parce qu'il y avait la taxe 268, 900, on va mettre 8 pour équilibrer, hein, parce qu'il manquait 1.
Voilà. Maintenant, on va Et passer à monsieur, la quand on TVA. va faire ça, ça sera plus que 320 000. Non, j'augmente seulement le montant hors taxe de 1. Mais la TVA, le reste ne change pas. D'accord. Voilà. Ici, ça, c'est la TVA sur les achats parce que vous avez acheté un ordinateur. Cette TVA-là, c'est le compte 44.5. TVA déductible. Alors, vous précisez le montant. La TVA est à 48. 403. 48 403. Nous avons la C2S, Mais je suis encore que la CDS. la contribution spéciale de La solidarité. contribution spéciale de solidarité. Voilà, ce sont les impôts de la classe 64. Les autres impôts indirects, c'est le compte 64. 2689, non? Si je ne me trompe pas. Oui. Très bien. Voilà. Là, on a tout ce qui est au débit. Ça va rester du côté gauche. Maintenant, tout ce qui est au crédit, je vais basculer du côté droit. Je vais déplacer le curseur. Voilà. Maintenant, au crédit, on me dit de faire la somme. Tout en sachant que le hors taxe plus la TVA plus la C2S doit faire 320 000. Normalement, on doit avoir 500. Non, on doit avoir 820 000, n'est-ce pas? 320 000 d'apport en nature TTC, plus les 500 000 d'apport en numéraire. On fait les calculs. On doit avoir 820 000. Si ce n'est pas le cas, il y a erreur. Faisons ensemble 500 000 plus 268 908 plus 48 Ça fait 403 820 000. plus 2689. 820 000. Ce qui est au débit. Au crédit, pardon. « 820 000. Oui. En tout cas, je m'embrouille un peu avec les majuscules parce que quand j'écris en minuscule, ça sera petit. Pour cela que... Au crédit, on a 820 000. Total de débit égal à total de crédit. Crédit. Mademoiselle, voici comment on peut détaxer. Parce que, pourquoi? Parce que la TVA, vous l'avez déjà reversée à Centrafert. Centrafert a déjà prélevé et a reversé déjà. Il fallait que, normalement, la facture que Centrafert va vous donner, c'est comme ça que ça va se présenter. Le montant hors taxe à part, la TVA à part et la C2S à part. C'est à vous de les comptabiliser maintenant distinctement. Monsieur, le total crédit là, c'est... Pardon? C'est le montant du total crédit. Crédit, c'est la somme Le crédit, en fait. du débit. Tout ce que j'ai sélectionné pour respecter la partie double. Mais avant, monsieur, avant les 820, on a beau faire un calcul, non? Avec le montant. Oui, ça c'est pour détaxer, pour enlever les taxes. Si on ne le fait pas, ça ne sera pas juste dans la comptabilisation. Lorsqu'un montant est TTC, il faut enlever les impôts. Parce que les numéros de compte des impôts ne sont pas les mêmes pour les achats et autres qu'on fait. C'est le principe. Lorsque le montant est hors taxe, par exemple, le cas de numéraire, 500 000, c'est de l'argent qu'on a amené. L'argent ne peut pas être grévé d'impôts. Donc ici, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est un bien que vous avez acheté neuf et qui on a déjà prélevé les impôts indirects comme la TVA, la C2S, il faut passer les écritures distinctement. Il faut les détaxer. Dans la comptabilité, ça ne doit pas être 320 000. Là, si vous faites comme ça, vous aurez de problème. Parce qu'il y a les impôts des tiers qui sont là. La TVA déductible, le 44.5. Il y a aussi la C2S, qui est un impôt de la classe 64.
comptes ne sont pas les mêmes, il faut les séparer parce que ce ne sont pas des impôts de même nature. Parce que les impôts n'appartiennent pas à l'entreprise. L'entreprise va encaisser 320 000, mais dans les 320 000, il y a 48 000 de TVA et 2 000 de CEDS. C'est ce qui va rester en entreprise. Si vous mélangez tout, on pense que les 320 000 appartiennent à l'entreprise en totalité, alors que c'est faux dans le principe. C'est bon, Félia? Oui, monsieur, c'est bon. Je vais vous envoyer tout à l'heure les exemples à la fin. En tout cas, les exemples, tout ce qu'on va faire, je vais enregistrer, je garde et à la fin, je vous envoie ça. On va changer d'écran. S'il n'y a pas de questions, on revient sur le cours. Voilà. Donc, le capital de l'entreprise est constitué des différents apports que vous avez faits, que ce soit en nature ou en numéraire. Voilà, vous avez le plan comptable dans le téléphone. Tous les éléments de la classe 1, ce sont les capitaux propres. Voilà, ça commence de 10 jusqu'à 19. 19 sont les provisions. Ça veut dire que 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. jusqu'à 1, 9 qui constituent les provisions. La réalisation, la libération des apports en nature est saisie de face. Bon, en tout cas, là, c'est lorsque ça arrive que la société réalise ou bien libère une partie des apports. Libérer, c'est quoi? C'est que ici, un associé décide de se libérer de ses apports. Par exemple, moi, j'ai 10%, je dis, bon, ok, d'accord, je ne suis pas intéressé, mais néanmoins, il y a un ami qui est là, il prend mes 10%. Voilà, donc je vois mes 10% à ce nouveau ami. Ça peut y avoir aussi la libération, c'est pas seulement qu'un associé part, mais on peut décider d'augmenter le capital. L'entreprise est en difficulté, le bâtiment n'est pas beaucoup plus élevé, on veut d'autres associés qui viennent. Et lorsqu'il y a des associés nouveaux qu'on veut qui rentrent dans la société, que ce soit par rapport en nature ou en numéraire, ça devient la libéralisation du capital. Le rapport, que ce soit en nature ou bien en numéraire, il n'y a pas de problème. Ça dépend de la nature des apports qu'ils vont faire. Mais généralement, lorsqu'on libère le capital, c'est que nous avons un problème spécifique à régler. Soit on veut investir et qu'on n'a pas d'argent, on veut des apports en numéraire pour financer. Voilà, dans ce cas, on ouvre la société à d'autres personnes de venir. Voilà, ici aussi, il y a des écritures à passer. Pourquoi on a dit compte des actifs immobilisés? Lorsque la personne apporte, par exemple, un bien en nature, voilà. Ici, il faut utiliser ce compte-là. Ce sont les éléments. Les immobilisations, ça peut être soit de la personne apporter une machine, apporter par exemple la clim. Un véhicule. Voilà, un véhicule. Voilà. Si la personne apporte par exemple la marchandise, vous êtes commerçant, lui aussi il est commerçant, il dit que bah, j'ai un stock de bière, supposons que c'est le bar. Il y a un stock de bière que j'en ai là-bas, je vais apporter ça en société, voilà. Parce que le compte de la classe 3 sont le compte de stock. Voilà. La classe 4, c'est le compte de tiers. Nous avons le client, le fournisseur, l'État, ils sont là. Tous ces éléments-là sont, y compris les organismes sociaux, sont de la classe 4. Et maintenant, vous allez créditer le compte 46, qui sont les apports faits. Ça peut être soit des apports en nature ou en numéraire. Vous faites la somme ici, vous les mettez là. Quand il s'agit par exemple des apports en nature. Le compte des dettes, ici, 16. 16 vous rappelle à quoi? À l'emprunt, non? Le premier compte. Oui, c'est l'emprunt. L'emprunt, c'est 16. 401, ça vous rappelle le fournisseur. Et 44, ça vous rappelle l'État. L'État. Voilà. Et maintenant, il y a le compte 419. C'est les clients. Voilà. Ça, ce sont les clients qui sont généralement qu'on appelle avance reçue ou bien les clients créditeurs. Parce qu'il y a deux, souvent, il ne faut pas confondre le compte 409 avec le 419. Le 419, c'est client avance reçue.
Maintenant, le 409, c'est fournisseur avance versée. Fournisseur. Voilà, lorsque vous versez à un fournisseur une partie des acomptes du montant, vous utilisez le compte inverse 409. Ben, là, c'est tout simplement des écritures, mais qui nécessitent qu'on vous explique un peu. Voilà, le compte 419. Voilà, ici, ce compte, dans le bilan, il ne se situe pas aussi de la même manière. Au lieu que là, c'est client, avance reçue, au lieu que ça soit du côté de l'actif, il fait complètement l'inverse. Voilà. Donc, le compte 419 enregistre la différence entre la valeur nominale des créances et leur valeur d'apport. Vous avez, par exemple, une créance soit de 2000 et un apport de 3000 par exemple. Je vais quand même faire un petit exemple pour que ça soit un peu corroboré. Voilà. Alors, je prends par exemple une créance quelconque. Vous faites par exemple une vente pour 10 millions. Vous avez reçu une avance. C'est une vente, hein? Ça veut dire que les clients. Voilà. La créance, c'est combien? Citoyen, vous avez vendu pour 10 millions à un client X, hein? Il vous fait une avance de 8 millions. La créance, c'est combien? 2 millions. 41. 2 millions. Voilà. 2 millions. Voilà. Comment vous allez passer les écritures? Vous savez qu'ici, on va tout simplement, je vais tout simplement vous préciser les écritures, les numéros de compte qui vont. Les ventes, qui se rappellent des ventes en comptabilité? 700. 701, non? Bon de marchandises. Produit, c'est 7. La classe 7. Oui, la classe 7. Voilà, les avances. Qui nous a fait l'avance, c'est un client. Je vais quand même faire toutes les façons ensemble de vente, c'est le client qui paye. Client au pluriel. Voilà. Ce qui est trop sur le client, quoi qu'il en soit, il va payer 10 millions TTC. C'est 409, non? J'arrive. Non, c'est le fournisseur 409. Je vais maintenant, voilà. Lorsque vous recevez une avance de la part d'un client, c'est le 419. Vous pouvez acheter le 9 parce que c'est le dernier compte de la classe 41. Voilà. Ce compte, c'est client avance reçue parce que vous avez opéré une vente de 10 millions. Normalement, vous allez créditer le client à 10 millions. Vous allez débiter, pardon, le client à 10 millions. On va passer les écritures tout à l'heure. Maintenant, la créance qui reste. Monsieur, Oui. vous avez dit lorsqu'on reçoit l'avance d'un client, c'est quoi? Client avance reçue. Bien créance client, généralement, mais l'appellation de 419, c'est client avance reçue. Client créditeur. Voilà, la créance, on va le basculer dans le compte de la classe 46 d'abord. Et maintenant, celui-là, son compte principal, c'est combien? Le client, c'est combien? 400 combien? Vous avez oublié. C'est quoi? 411.
Client avant. Client. Je vais écrire. C'est différent de 419 qui est avance fournisseur ou bien fournisseur débiteur. Monsieur, client avance reçu, c'est pas 419. Pardon? Client avance reçu, c'est pas le compte 419. C'est 419. Je dis c'est le dernier compte de la classe, c'est pour cela qu'on ajoute Et le le 9. fournisseur. Sinon, le principal, c'est là. Et le fournisseur. Le fournisseur, regardez le compte client. Le compte client, c'est 401. Regardez la racine. Alors que lui, le fournisseur, je vais quand même rappeler, je vais mettre ça en jaune pour ne pas confondre. Le fournisseur, son compte, c'est le 401. Le fournisseur n'a rien à voir avec ça. Voici le compte fournisseur. Vous pouvez, si vous avez téléchargé le plan comptable, vérifier. Mais lorsqu'il y a avance du fournisseur, on ajoute un 9. Là, s'il s'agit qu'on fait une avance à notre fournisseur. L'entreprise a acheté pour 10 000, on a avancé 5 000. Cette avance dans la comptabilité, c'est 419 pour dire qu'on a avancé à notre fournisseur. C'est différent de là. Là, c'est vous qui vendez. C'est différent. Chez le fournisseur, vous êtes client, mais chez vous, vous êtes fournisseur de vos clients. Laissez ce compte-là, on verra ça plus tard. Voilà, lorsqu'il y a une vente ordinaire, comment vous comptabilisez? Laissons comment on appelle ça, les créances ou bien les avances et autant, tu n'es pas compte des avances. Il y a une vente aujourd'hui de 10 millions. Je ne veux pas compliquer les choses. Supposons que 10 millions, c'est TTC, c'est hors taxe. Il n'y a pas d'impôt parce que sinon, on va encore détaxer, on va faire la même chose tout à l'heure. Dans le cadre des ventes, qu'est-ce qui est débité? Au début, on a quoi? On a client, non? N'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà. Lorsqu'il y a vente, il y a seulement un seul compte qui est débité. Les autres comptes sont crédités. Et le compte qui est débité, c'est le client. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait au client? On a vendu, n'est-ce pas? Vente. Et les ventes ici, c'est hors taxe d'abord. Vous avez le numéro de compte de vente 701. Et maintenant, nous avons l'avance. On pose d'abord tout ça. Pour qu'il y ait équilibre des comptes, il faut préciser que les ventes, parce qu'il y a déjà avance, normalement c'est l'inverse. On va faire descendre ça, c'est l'avance qui vient avant. Monsieur, allons-y sur le tableau. C'est où le tableau? Mais là, on est... Là, on a calculé précédemment là. Ici. Ben, je parle du tableau physique. Non, ici, on laisse le cours. Ce n'est qu'un rappel d'abord parce que si vous ne maîtrisez pas le principe de la comptabilisation d'une vente, vous n'allez pas comprendre le principe des avances. Lorsqu'il y a vente en entreprise, vous débitez le client et vous créditez le reste de sorte que l'ensemble
des crédits, la somme des crédits doit être égale au débit. Voilà, le client nous a fait une avance de 8 millions. Et si je ne fais pas intervenir la taxe, je laisse les impôts à part. Voilà. Donc, l'ensemble des créances sur client va s'élever à 2 millions. Pour qu'il y ait... Là, sont des comptes de crédit. On va quand même faire déplacer encore. Pas la même chose. Au débit, on a un seul compte qui est le client. Quand on veut la comptabilité, lorsqu'il y a vente, on débite le client au montant TTC si c'est fait avec la taxe et on va créditer les avances si on a, les impôts il y en a, etc., le montant hors taxe. Et là, ça respecte le principe. Maintenant, on va revenir sur le cours. Ou bien depuis là, qu'est-ce qui s'affiche là-bas? Moi, je suis en train de travailler sur PDF. Hein. Le PDF ne s'affiche pas chez vous. Monsieur, depuis là, il y a réalisation d'apport en nature. C'est le document qui est là. Mais vous ne me dites pas pourquoi. Moi, je suis en train de travailler sur PDF. Mais voilà pourquoi je vous dis qu'allons-y sur le tableau, parce que depuis là, tout ça, on n'a pas vu. Oui, là, C'est maintenant que ça s'affiche. Tout ça là, j'avais écrit tout quand je parlais. Non, si on ne voit pas ça. Oh, pourquoi vous ne m'avez pas dit ça? Voilà, je prends l'exemple d'une créance. Vous avez opéré une vente globale pour 10 millions. Le client a fait une avance de 8 millions et il reste 2 millions de créances. Voilà. En entreprise, cette opération est appelée vente, mais cette vente a été réalisée avec un client. Voilà, ça c'est la constatation de l'opération. Lorsqu'on vend, on débite d'abord le client avec le montant TTC. On ne va pas distinguer les avances et autres, pas du tout. Le client a acheté pour combien? 10 millions, met ça au débit. Maintenant, les détails vont se faire au crédit. Il a avancé tel, il y a tel impôt et il reste tel de créance. Mais ce que je veux que vous compreniez, lorsqu'il y a avance, l'avance est faite par le client. Le compte client, c'est 411. Le compte client est là. Lorsqu'il y a avance faite par le client, il fallait qu'il y ait la racine 401, 41 là, avant que vous ajoutez le 9. Et le dernier 9, c'est comme c'est le dernier compte de la classe 419, c'est pour cela que le compte 19 là, le 9 là s'ajoute, ce qui est en noir à la fin. Mais sinon, même si vous comptabilisez 419, créance client, c'est juste, il n'y a pas de problème. 46, c'est un compte transitoire, ça veut dire que c'est un compte qu'on va apurer. Le client, 411. Lorsqu'on vend, les ventes, c'est 701. C'est pour cela que les avances ne peuvent pas prendre 409, mais plutôt 419. Les avances sont faites par un client qui est à 411. Il fallait ajouter le 9 au compte principal 41, qui est différent du fournisseur. Le compte fournisseur, c'est 401. Mais lorsque vous faites une avance à votre fournisseur, lui, il comptabilise 419, un 49, pour dire avance fournisseur, par exemple. Des questions? Attendez d'abord, monsieur. Monsieur Omar, Oui, Dibanga. donc même dans la comptabilité des sociétés, là, il faut encore faire les calculs. C'est la magie même de la compta. Hein, monsieur, partout, il y a les calculs comme ça, là. Vous avez fait ça aussi en droit. Heureusement, pendant l'examen, on peut vous dire que soit quel est le compte
soit des clients créditeurs. On propose 4,50. Ça veut dire les avances reçues. On peut vous dire soit c'est 419, 418, 409. On mélange et vous choisissez la bonne réponse. Monsieur, vous dites? Mais il y aura aussi des petits calculs. Monsieur, vous dites? Par exemple, la détaxe, je peux ajouter la détaxe dans les calculs pour dire que pour un montant TTC de 10 millions, quel est le montant hors taxe? Je propose 4 réponses de montant hors taxe et vous choisissez la bonne réponse. Mais il faut d'abord faire les calculs. Oui. Si vous ne faites pas les calculs, vous n'allez pas trouver le bon montant. C'est ce qui va se passer un peu. Monsieur. Derrière. Et monsieur, pardon, expliquez-moi un peu les 400 là. Je vois qu'on appelle ça, vous avez dit que le compte client, client simple, c'est 411, non? 11. Voilà. Et que pour faire client avance reçue, on ajoute un 9 au milieu du 41. Donc, non, ça change d'abord à partir de 41, voilà. À partir de 41, on ajoute un 9. Ok, 419. Ça, c'est client avance reçue. Ok. Maintenant, 41, 4191, là, c'est quoi? 4000. Monsieur, le total, non? 41,99. 41,99. Non, le 9 ici, lorsque vous allez faire search, par exemple, vous pouvez définir vos clients dans la machine. D'accord. Il peut y avoir ceux qui ont quand même fait search une fois. Je vais prendre par exemple le client numéro 1. Ça peut être soit 41, 1. Le client numéro 2, ça peut être la SCG, par exemple. J'ai défini pour chacun. Là, c'est Gabon Télécom. Quand je vous tape 41.1, ça me donne automatiquement Gabon Télécom. 41.2, je définis comme SEG. Mais par contre, si Gabon Télécom me fait une avance, si Gabon Télécom me fait une avance, par exemple, ça sera 41, 9. Ça, c'est le compte principal. Mais comme Gabon Télécom est le premier, je peux ajouter 1. Si c'est SCG, j'ajoute 2 jusqu'au 9e. Ça veut dire que ce sont des comptes qu'on personnalise. Et le dernier client qui est dans la machine, on attribue un 9, tout simplement comme ça. Mais on sait, on peut mettre ça en machine. Et quand je tape, par exemple, 4111, automatiquement, c'est SCG qui s'affiche et je choisis SCG. Ça, c'est dans la pratique, normalement. C'est dans la pratique, ça va se faire. Monsieur? Vas-y, je t'écoute. Par rapport à client, lorsqu'on fait la comptabilisation, vous avez dit que client, on met directement le montant 10 millions. Mais oui, le client est TTC. C'est tout le montant qui est débité. Lorsqu'il y a opération de vente, le client est toujours débité. C'est lorsqu'il y a annulation de vente qu'on crédite le client. D'accord. Mais maintenant, le détail de avance et vente là. Oui, l'avance, c'est que sur le montant que le client nous doit 10 millions, il a fait une avance de 2 millions et la créance est à 2 millions. 2 millions, oui. Ça veut dire qu'ici, c'est le compte 701 qui doit rester. Ça veut dire que nos ventes sur le client, ça veut dire ce qui reste à payer comme créance, c'est 2 millions. Oui, mais je veux savoir, est-ce qu'on met ça dans le tableau ou bien on laisse ça, ou bien c'était juste pour comprendre? Non, c'est pour comprendre. C'est pour comprendre. Ah, ok, d'accord. C'est tout simplement pour comprendre. C'est aussi pour vous rappeler des b.a.-ba de la comptabilité générale. Maintenant, s'agissant des fournisseurs. Mais on veut que vous allez à l'essentiel pour la société. Okay. Les écritures, c'est en première année qu'on passe les débits crédits. Oui, d'autres questions. On va s'arrêter d'ici peu. Nous, on va prier. Toi, tu as déjà prié depuis. Monsieur fournisseur. Il est là en bas. Le fournisseur, son compte principal, c'est 401. Lorsque vous faites une avance à votre fournisseur, vous ajoutez un 9 derrière.
Fournisseur, avance reçue. Ou bien avance versée. Normalement, si c'est de notre côté, c'est nous qui versons. Avance versée. Fournisseur, débiteur. C'est pour ça que je vous ai dit que l'important, c'est la racine. Quand on dit fournisseur, c'est 401 auquel on peut ajouter 1, 2 jusqu'à 9 lorsqu'il s'agit des avances. Mais quand il s'agit des clients, c'est 411. Mais lorsque le client fait de l'avance, on peut ajouter 1, 2 jusqu'à 9. Ça dépend de nos clients. Ça peut aller même jusqu'à 13, 14, même 50. Les entreprises qui ont beaucoup de clients, à un moment donné, quand tu tapes 41, tu vas voir la liste de tous les clients s'affiche. C'est les clients qui sont réguliers. Une fois que c'est paramétré, automatique, ça s'affiche. Et vous choisissez le client avec qui vous avez fait l'opération de vente. Ces comptes additifs, vous verrez ça lorsqu'on va faire Sage. Comptes qui viennent après. L'année dernière, on a essayé de faire, ça n'a pas marché. Espérons que vous, avant de partir, vous apprenez un peu Sage. Ça vous permet déjà d'aller tenir une petite comptabilité quelque part. On peut avancer. Oui, monsieur. Je vais changer le partage de l'écran. Bon. On va laisser un peu les éléments de capitaux. On va passer. Bon. Les honoraires, tout ça, c'est la comptabilisation. On verra ça plus tard avec les TD. Il y a un TD en haut qui résume un peu. Je vais faire le planning des TD. Je vais donner à Orphée, va mettre dans votre groupe demain. Ok. Voilà, ce TD là, on va le faire plus tard. Même si il y a une correction, mais néanmoins, ça nécessite l'explication. Je vais organiser 2 séances de TD. Voilà, on va passer au chapitre 4, on va finir d'ici peu. La répartition du bénéfice. Voilà, le bénéfice, c'est le résultat positif d'une entreprise. Et vous avez fait l'année dernière un projet pour obtenir un résultat, c'est le total des produits moins le total des charges. Ou bien on fait le total de l'actif moins le total du passif. Lorsque la différence est positive, ça donne le bénéfice. Mais c'est un bénéfice brut. Il fallait prendre l'impôt. Et l'impôt est obligatoire sur le bénéfice. L'impôt sur le bénéfice, généralement appelé impôt sur les sociétés, le taux est de 30% au Gabon. L'année dernière, vous avez fait qu'avec le compte de résultat, comment on obtient le bénéfice. Chacun avait fait pour lui, vous avez déterminé vous-même vos bénéfices l'année dernière. Et tout en sachant que l'IS est obligatoire pour toutes les entreprises qui ont plus de 2 ans. Mais les entreprises nouvelles, par exemple, bénéficient d'une exonération de l'IS pendant les 2 premières années d'exercice. Voilà. Maintenant, en termes de partage, on ne partage pas le bénéfice avant impôt. C'est le bénéfice après impôt qu'on partage, généralement appelé le bénéfice net. Voilà. Je vais prendre un exemple. Dites-moi si la page s'affiche là-bas. Après, je vais avancer. Rien ne s'affiche chez vous et vous ne dites rien. Je suis en train de chercher à partager d'abord. PowerPoint, ok. Le PowerPoint s'affiche. Oui, monsieur. D'accord.
Je prends une entreprise quelconque qui réalise pour l'année 2020, par exemple. Je prends les produits, ça veut dire l'ensemble du chiffre d'affaires de l'exercice. L'ensemble des produits s'élève à 30 millions. Voilà. Les charges de l'exercice, je dis 27 millions par exemple. Voilà. À quoi est égal résultat? Quelle est la formule de résultat? Un produit moins charge. Voilà. Produit, ça veut dire que l'ensemble du chiffre d'affaires, on appelle ça produit. Chiffre d'affaires moins charge. Qui nous donne un résultat? 3 millions. Voilà. 3 millions. On va quand même faire l'application numérique pour permettre à Nolwenn, qui n'aime pas trop les calculs, de comprendre comment on a eu les 3 millions. Et sur les calculs, ça donne le vertige. Tu n'auras pas le vertige, Nolwenn. Voilà, nous avons notre résultat de 3 millions. Voilà. Comment on va répartir les 3 millions? Ça veut dire qu'automatiquement, les 3 millions qui sont les bénéfices, ben, vous êtes 4 associés. Je vais quand même, pour l'entreprise, ça paraît un peu, donc, diminuer un peu la taille. Voilà. Voilà, il y a 4 associés. Cette entreprise a 4 associés. Je vais quand même répartir. Le premier à 40%, le second à 30%, ça fait 70. Lui, il a 20%, le quatrième, le troisième plutôt, et le dernier à 10. Ça fait 100%, je pense. 70 plus 30, voilà. Il y a 4 associés qui n'ont pas le même niveau de part. Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit faire avant le partage? Le partage se fera en fonction du pourcentage. Je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire qu'on applique le pourcentage directement sur le résultat de l'exercice. Oui. Le premier aura 1,6 million. Rappelez-vous l'année dernière, avant le résultat net, il y a une ligne. Vous avez oublié l'état. Monsieur, vous dites? Il y a l'impôt. Il y a l'impôt d'abord à payer. Impôt sur le résultat. Impôt sur le résultat, impôt net. Non, impôt sur le résultat. Okay. Impôt égal à 30%. L'année dernière, on vous a dit de prendre 70% pour avoir le bénéfice net. Ça veut dire que dans les 70%, il y a déjà 30% de l'État. Donc, dans les 100%, il y a 30% de l'État. Ce qui vous reste, ce sont les 70%. 30% fois l'État, 30%. Donc, on a... Vous réalisez un résultat de 3 millions, l'État doit prendre 3% de 3 millions. C'est la différence qui va vous rester. Oui, donc l'État aura 900 000. Voilà, 900 000. Une fois que l'État a sa part, ce qui reste en entreprise, on appelle ça bénéfice net. Bénéfice net. Voilà. Le bénéfice net, la formule, c'est le résultat moins impôt. Impôt sur le bénéfice. On appelle impôt sur le résultat ou bien l'IS. On utilise le terme IS, c'est bien impôt sur les sociétés. Donc, vous aurez bénéfice net. « 3 millions. 1 million. Moins 900 000. Moins l'impôt de l'État, parce que ça ne va pas rester en entreprise, vous devez reverser à l'État. 2 millions. 900 000. 2 millions 100. Voilà. Voici le bénéfice net qui doit être réparti. C'est ça que l'entreprise doit répartir entre les associés. Si vous faites l'erreur de répartir les 3 millions, là, vous avez volé l'État.
On ne partage pas le résultat, mais plutôt le bénéfice net appelé bénéfice après impôt. Maintenant, comment se fait la répartition? C'est maintenant au prorata de la part de chaque associé. Donc, Le premier aura 40% de combien? 840 000. On va faire associé 1. On va essayer de faire le calcul. Associé 1 à 1. Vas-y, regarde-moi le vas-y. À 1, c'est combien? 40% de 210. 2 millions. 40% de 210 000. 2 millions 100 000. Très bien. C'est 840 000. À 2. 30% de ce que l'autre. 30 millions, Toujours. 30% de 2 millions 100. De 2 millions 100. Très bien. C'est ça la répartition. A3, l'associé 3. 20% de 20% de 2 millions 100. 2 millions 100. 20% du montant global à partager. Et le dernier associé A4, associé numéro 4, 10%. il obtient, lui, c'est 10% du montant qu'on doit partager entre nous. Voilà. Voilà, 10%, celui-là, il aura 210 000. 20%. 430 000. 20%, c'est pas 420. Non, Faites le calcul. Normalement, ça doit faire 200 à 2 millions 100 dans tous les cas. La somme, ce que je vais mettre en jaune, ce que je vais mettre, pourquoi ça fait ça? C'est pas beau à regarder. 630 000. Je suis en train de chercher une couleur autre que ce que Je j'ai. mettais le dollar. Vous regardez ça, ça fait chez vous? Le Oui, 420 000. Oui, oui. D'accord. Change les couleurs. 30% de 2 millions 100. 600 combien? 630. 630 000. OK. Et le premier, 40%. 840 000. 840. Vous faites la somme de tout ce qui est violet, ça doit faire 2 millions 100. 2 millions 100 000. Si vous ajoutez les impôts dessus, ça fait 3 millions pile. Oui. Je vais mettre les impôts en rouge. L'État. Voilà. La part de tous les associés plus l'impôt dans le résultat. Voici à peu près tout ce qui tourne autour de la répartition. Mais on va vous dire que chaque associé doit payer un impôt. Lorsque le premier reçoit, on peut lui donner les 800, il paye l'IRVM. Vous devez comptabiliser aussi. L'entreprise ne doit pas reverser les 840 000, par exemple. L'IRVM, c'est 20% du montant de 840 000. IAVM, c'est-à-dire impôt sur les revenus de valeur mobilière. C'est l'impôt sur les dividendes. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, sur chaque répartition, vous prenez 20%, 20%, 20% du montant de chacun. Et après, vous devez comptabiliser pour voir la preuve. Bon, on va s'arrêter là s'il n'y a pas de questions. Je vous envoie d'abord le premier fichier, après au fur et à mesure, je vous envoie les suites. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de questions. Mon cerveau est en train d'assimiler pour comprendre. Nolwenn, Oui, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Vraiment. Je n'ai pas entendu ta voix la dernière fois que tu es passé à IUM, ça fait déjà 3 semaines. Monsieur sur le corona. Ah, on fait comme... Là, on devait être dans une salle. Je devais bien vous embêter avec les questions. Mais le corona est venu d'arriver. On est dans la salle virtuelle quand même. Vraiment. Bon, merci d'être là comme on a commencé depuis 17h, bientôt 19h, 2h. Je vous envoie le fichier. Je pense que j'ai à peu près le WhatsApp de tout le monde. Non loin, j'ai ton WhatsApp, Ferlia, Ousmane et Abégué. J'ai votre WhatsApp. Je vous envoie ce qu'on a fait. Et sur le taux de l'IRVM? 20%. Je vais mettre quand même. OK. Je vais mettre 20%. L'IRVM est à 20%.
Monsieur, pardon. Vous n'avez pas encore posté les vidéos sur YouTube, hein? Vidéo sur YouTube, il y en a, non? Marché financier. Moi, je n'ai pas vu. Dans AUM Gabon. Vous voulez quelle vidéo? Toutes les Les vidéos. vidéos. Mais Les il y a vidéos déjà vos vidéos. Je pense que les vidéos que vous avez fait avec Pater, il m'a remis 2 vidéos. Et c'est sur le site de Monsieur, l'école. nous, on n'a même pas besoin. Bon, elle veut les vidéos, mais monsieur Pater nous a fait le cours avec son document à lui, alors que dans Et est-ce que sur la cours là plateforme, aussi? on a reçu un autre cours. Il nous avait dit qu'il devait nous envoyer le cours, mais depuis, on n'a pas reçu. C'est ça? Ce qu'on met en ligne, ce sont des fiches de lecture en attendant que l'enseignant envoie. C'est ce Mais qu'on attend. une semaine, quand même, c'est déjà trop. Voilà, il a dit devant envoyer. Il a dit devant envoyer parce qu'on a fini le cours avec lui. Son document était un peu plus explicite par rapport à ce qu'on avait Oui, reçu. ce que j'avais mis en ligne, c'est Snell. Voilà. Mais c'est beaucoup plus, je lui ai dit que le même document que j'ai mis en ligne, je lui ai remis. Il m'avait Monsieur, appelé. à quand la prochaine réunion? Je vais faire le planning. Je vais donner à Orphée, il va mettre dans le groupe avec l'heure et le jour de passage. Vous, c'est le soir, parce que je ne suis pas sûr qu'on peut se voir le matin. On va Bon, travailler au revoir, avec... monsieur. Bonne soirée. Monsieur va avoir cours toute la semaine. Pour Hélène, c'est combien? C'est quoi? Hein? Des trucs à faire. Vous dites Monsieur Hélène, Monsieur, pardon, essayez de nous avoir le cours de Monsieur Paterne, comme Ferlia disait. C'est vraiment plus détaillé. Et il nous avait promis de nous envoyer ça quand il devait finir son cours en ligne. Son cours est déjà fini. Je l'appelle, je vais l'appeler. Parce qu'il avait cours avec les masses. Il ne vous a pas encore évalué. Non. Voilà, je l'appelle tout à l'heure pour ça, c'est important. On veut une évaluation avant que vous fassiez le QCM. Au revoir. Au revoir, Hélène. Au revoir, monsieur. Hélène, déconnecte-toi. Nolwenn est là. Ok. Moi, je suis là. Moi, je n'ai pas encore mis la lumière de la chambre, je suis même dans le noir. Vous ne me voyez même pas. Malgré que j'ai activé la vidéo. C'est pas grave, on écoute. Donc, c'est un peu ça. Ce qu'on veut d'abord, je vous rappelle, sont les QCM. Vous avez trouvé les QCM faciles. C'est que c'est déjà l'environnement bien aperçu de ce que vous allez faire. Et de deux, vous aurez aussi des QCM qui nécessitent des calculs. Ça ne peut pas être 10 questions. Ça peut être 5 questions, 3 questions. Que vous êtes obligé de prendre une calculatrice en comptabilité bancaire, comptabilité des sociétés. Bon, marché financier, non. Mais sinon... comptabilité bancaire, carrément, mon Dieu. C'est pas facile. Non, ça ne va pas rester derrière un écran comme ça avec les calculs. Le comble de tout ça, c'est que vous avez vos cours et à la fin, vous pouvez envoyer, vous avez 20 sur 20. Et ça nous fait mal lorsque vous avez 20 sur 20. Non, monsieur, mais ça, c'est pas un truc qu'on fait avec le cahier à côté. C'est les minutes qui passent là. Vous n'allez pas mettre des questions. Ce sont des QCM mélangés. Les techniques qu'on a appris pour les QCM, c'est quoi? C'est que faut pas faire les QCM de sorte que l'étudiant doit transpirer pour avoir la réponse. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est la première des choses. Et de deux, les QCM doivent être vraisemblables, les questions, pour que vous-même, vous réfléchissez, qu'est-ce que je dois cocher comme tout est vert, mais quelle est la couleur qui est vraiment verte pour que je puisse cliquer? C'est ça, c'est la réflexion, monsieur. Vous savez que non stress. Ça a l'air facile, mais ça ne l'était pas. Hein? Quoi, Nolwenn? Mais le président d'Égypte, moi j'ai mis que c'est un président, le QCM a mis non. Raïs d'Égypte, là, c'est quoi? Je suis même allée chercher ça sur Google, il n'y a pas ça là-bas. Voilà. Non, le problème, c'est que c'est important les questions qu'on vous donne. C'est pas président algérien, j'ai pas mis président égyptien, j'ai mis président algérien. Alors que Nasser, c'est un Égyptien. Oui, c'est l'Égypte. C'est les questions pièges, vous voyez? Bon. Il est président, mais il n'est pas de l'Algérie, c'est ça le problème. Raïs, c'est un président. Je ne connais pas. Voilà, ce sont des questions. Mais Raïs, là, ça signifie quoi? C'est le président en arabe.
Ah, monsieur, mais nous, on n'a pas fait arabe. Bon, pas arabe, mais aussi en swahili. Ah, Voilà. Ça veut dire, tous les chefs, on les appelle des raïs. même empereur Bokassa, là, j'ai mis empereur, ils m'ont mis c'est faux. Il fallait préciser empereur de je sais pas quoi. Non, loin de ça, ce sont les questions vraisemblables. Ça veut dire que toutes les réponses se ressemblent. En réalité, il y a une qui... Il est empereur, bien sûr, mais d'où? À l'époque, il y a En plus, je l'empereur pense du Japon qui existe aujourd'hui, il y a l'empereur de l'Éthiopie aussi. Mais j'ai mis empereur, ils m'ont mis faux. C'était Oui, la c'est- question du bas. Quand même, tu ne connais pas l'histoire. Tu es juriste, mais tu oublies l'histoire. Tu ne connais pas Bokassa. Ah, moi, j'étais sur les Sénégalais. On va me poser des questions sur le Sénégal. J'espère que la haute volta aussi, vous avez raté. J'ai bien raté ça même. Je ne pouvais pas deviner que c'était ça. Parce que quand Sankara arrivait au pouvoir, le Burkina n'existait pas. C'est lui qui avait changé le nom. Encore vous mettez Burkina là, c'est faux. Ok. Voilà, c'est un peu... Vraiment, on apprend tous les jours, monsieur. C'est pas grave. Bon, donc là, c'est le cours. Lorsque vous voyez un aspect, assurez-vous quelle est la vraie réponse, ou bien la réponse valable. C'est la question que je vais vous poser. Les trucs de vrai ou faux, là, on peut tout rater. Alors que quand il faut au moins écrire quelque chose, ça va. Non, mais les calculs, la possibilité de rater n'y est pas. C'est sauf que le temps qui peut vous manquer si vous traînez. Les calculs, c'est trop sûr que vous les Une cochez. réflexion en calcul, au lieu de nous amener une réflexion en littéraire. C'est pas possible. Oh non. Soit on peut faire une définition, soit on peut vous dire que l'impôt est une prestation pécuniaire. On enlève les mots, on enlève pécuniaire, on enlève prestation. Mais on propose ces mots-là en réponse. Vous cochez les mots qui vont dans la définition et vous complétez. Voilà. Tout ça là. On enlève les mots, mais on les propose en réponse. Seigneur. Voilà. Donc, il y a ce qui est trop Il y aura sûr. plusieurs questions ou ce sera une seule réponse. Non. L'option que moi j'avais retenue, c'est une seule réponse. Parce que là-bas, ils ont mis question à choix multiple obligatoire. Hein. Non, non, non. C'est que le système n'est pas défini à choix multiple. Sauf s'il a mal saisi. C'est écrit en haut, question à réponse unique, déjà avant votre nom. Non, monsieur, chez moi, c'était obligatoire. Non, obligatoire, c'est nom et prénom. Ah. Le nom, le prénom et la classe est obligatoire. Si tu ne mets pas, tu ne peux pas envoyer. La classe, on devait mettre quoi? Master 1. Oui. Là, on a écrit parcours, c'est la classe. Ok. On va afficher, je vais afficher Mais pourquoi certains ajoutent ADA? ADA, là, signifie quoi? Administration et droit des affaires. Ah, ok. Bon, les filles, merci d'être là. Au revoir, monsieur. Donnez rendez-vous la semaine prochaine. Vous aurez le planning. Orphée va vous afficher ça. On va encore oublier le On a fait cours avec monsieur Joël aujourd'hui à 13h. Il n'a plus fait signe. Hein? Dites à votre chef de classe, elle a disparu de la circulation. Je lui envoie même un message en aéroport. J'ai même l'impression que c'est maintenant où aura notre chef de classe. Oui, il faut rentrer directement en contact avec l'enseignant. Ça peut être un oubli aussi. Parce qu'il a dit qu'on devait encore avoir 2 séances. Il faut revenir vers lui. D'accord. Je pense qu'il vous a donné son numéro, non? Non. Bon, ok. Quand je vous envoie le document, j'envoie le numéro, son numéro avec vous. Ok, merci, monsieur. Bon, bonne soirée à vous, de bonnes choses à tout et chacun. Merci, Bon week-end. monsieur.